Écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. 2 morts et un blessé grave sur la route de Tivaouane, 2 tués, une vingtaine de personnes blessées vers Mbacké. Et à Diourbel, on a dénombré 1 mort et 6 blessés. Ces accidents se sont produits entre hier soir et ce matin. La batterie de mesures sécuritaires annoncées par l'État pour faire face à l'insécurité rassure les populations. Au peuplé quartier de Grand Dakar, l'on est prêt à coopérer avec les forces de sécurité qui ne peuvent pas tout faire. Diplomatie, Adama Barrow en visite officielle au Sénégal. Il est arrivé à Dakar il y a quelques instants. C'est la première visite officielle d'ailleurs du chef de l'État gambien. Entre Dakar et Banjul, d'importants dossiers doivent être traités en priorité. Et puis en politique, Khalifa Sall, Karim Wade, ce Dieu peut-il faire mal? Nos analystes ne le pensent pas. Bonjour Anna Rocha. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. Le climat reste tendu en Guinée. Malgré le réajustement du gouvernement, l'opposition compte manifester de nouveau. La fronde sociale de ces derniers jours a coûté la vie à au moins 7 personnes. Le général Dogboblé, face au juge, l'ex-chef de la garde républicaine de la Côte d'Ivoire accuse la France d'avoir voulu la mort de 4 anciens employés du Novotel. Marine Le Pen, privée de son immunité parlementaire, ainsi en a décidé le Parlement européen. La candidate du Front National à la prochaine présidentielle française est demandée par la justice de son pays pour diffusion d'images violentes. Elle risque jusqu'à 3 ans de prison. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Le football va sans doute dominer dans la page des sports que vous allez présenter aux alentours de 12h20. Avec la deuxième sortie des Lionceaux en Zambie pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations, Joseph Koto et ses joueurs ne visent que la victoire face à l'Afrique du Sud. Objectif gagné pour occuper la première place du groupe B. On reparlera également de la CAN Senior Gabon 2017. Daouda Faye Baba, l'ancien ministre des Sports et ancien président de la fédération, tire sur l'instance fédérale et sur Aliou Cissé. Il demande des explications et qualifie d'échec ce qui a été fait au Gabon. On parlera également de la lutte avec frappe avec le combat Boy Niang Guigui qui se dessine à l'horizon. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, comme tous les jeudis au menu de ce midi, point de vue sur les relations entre le Sénégal et la Gambie, mais l'on va s'attarder sur les dossiers prioritaires. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. 2 personnes ont été tuées dans un accident de voiture ce matin sur la route de Tivaouane à hauteur du village de Koudiadiène. Il y a eu un blessé grave. Le choc a eu lieu lors d'une course-poursuite entre un taxi et un véhicule de la police. Le conducteur du taxi a violemment heurté un arbre. Cher Anta Diop. 2 corps sans vie, un blessé grave, c'est le bilan de l'accident survenu à hauteur de Goudiadiène, près d'Ndiakhate Ndiassane. Selon certains témoignages recueillis sur place, c'est une course-poursuite entre policiers et le chauffeur de taxi, accusé de maraudage. Un accident pareil C'est un accident inimaginable. 2 morts sur le champ. Un taxi venant de Tivaouane poursuivi par des policiers qui entraînent 2 morts. Mais vraiment, on décrit la situation, ce qui s'est passé. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers de Tivaouane pour extraire du véhicule les corps sans vie. C'est horrible. Dès l'annonce de la nouvelle, les chauffeurs de Tivaouane et Thiès ont accouru pour exprimer leur mécontentement. Ils ont même menacé de bloquer la circulation. Énième accident de la circulation sur cet axe Tivaouane-Thiès, très fréquenté. Le responsable des chauffeurs de Tivaouane appelle à la retenue et à la prudence. RFM Thiès,
Cheikh Ante Diop. Un autre accident a fait également 2 morts et 20 blessés à Tipnar, non loin de Mbacké. C'était hier soir. Mohamed Jojo pour les détails. C'est un accident qui a impliqué 3 véhicules et fait 2 tués sur le coup et une vingtaine de blessés. Le premier véhicule a tout simplement dérapé et s'est retrouvé sur le bas-côté. Le deuxième a tenté un dépassement sur le premier et a entré en collision avec un troisième qui roulait en sens inverse. Cela s'est déroulé à hauteur du village de Tipnar, à quelques kilomètres de la commune de Mbacké. C'était aux environs de 20 h ce mercredi. La série se poursuit ainsi sur les routes du département. Il y a quelques jours, la route de Taïf comptait également ses morts suite à un accident de la circulation. Mohamed Diop, Touba, Mbacké FM. Pour clore ce chapitre macabre sur la route de Diourbel, un véhicule 7 places a fait un accident. Il y a 1 mort et 6 blessés. Le conducteur a cogné un taureau qui traversait la route. Notez également cet incendie qui a ravagé 4 concessions au quartier Thierrer de Guinguinéo. Il est 12h06. Vous suivez le grand journal. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Une série de mesures a été annoncée hier par le Conseil des ministres pour faire face à l'insécurité qui hante le sommet des citoyens. L'annonce de ce plan sécuritaire a suscité des réactions positives à Grand Dakar. Dans ce quartier populaire, l'on est conscient déjà que la police ne peut pas tout faire et des jeunes se sont organisés pour faire face à l'insécurité. Reportage à Dramé, Ismaïla Kouli. Vers les années 60-70, il y avait de l'insécurité totale au niveau de Grand Dakar. Mais actuellement, la situation est moins grave que d'habitude. Le plan de sécurité mis sur pied par la police est une mesure salutaire d'après les habitants de Grand Dakar. Des caméras de surveillance sont installées sur certains carrefours, mais elles semblent inaperçues aux yeux de Ngoundiam, vendeur de tabac. Dakar peut-être. Mais suñu quartier moom caméra de surveillance amagul fii gisuma ko dégguma ko tamit waaw dañ koy gis nii rek dañ koy dégg tamit caméra de surveillance fii Grand Dakar moom gisaguma ko gisuma tam ñu koy wax lii am na fi installé nañ fi caméra de surveillance. Trouvé dans sa boutique de vêtements, Titi Diédhiou abonde dans le même sens. Je suis en sécurité parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des garçons qui sont là. Je les confie la boutique quand je pars à la maison, quand je rentre. Mais quand je viens ici, il n'y a pas de désordre. Des jeunes du quartier veillent à la sécurité des biens et des personnes et elle leur fait confiance. Je suis en sécurité parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des garçons qui sont là. Je les confie la boutique quand je pars à la maison, quand je rentre. Mais quand je viens ici, il n'y a pas de désordre. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, d'après ce monsieur. Nos enfants sont là, nos parents et tout ça, donc on est obligé de veiller à notre propre sécurité, nous aussi. Les jeunes se sont réarmés pour lutter contre la violence. Pas réarmés matériellement avec... non, ils se sont organisés. Ils se sont organisés pour pouvoir maintenant combattre l'insécurité au niveau de Grand Dakar s'est doté de caméras dans une zone beaucoup plus large. Les plaques d'immatriculation sont désormais imposées à tous les engins 2 roues et cette mesure semble ravir la population. Le président Macky Sall a demandé le renforcement des agences de sécurité dans le combat contre l'insécurité, mais les agents qui sont employés par ces agences, permettez la répétition, ne semblent pas croire à l'amélioration de leurs conditions de travail. Mal payés, mal armés, il y a ceux qui ont confié à notre reporter qu'ils n'hésiteraient pas à prendre la poudre d'escampette en cas d'attaque. Abdou Diouf Junior. On ne devrait peut-être pas faire confiance à ces vigiles. Ils nous ont promis de s'enfuir à l'approche du danger, pas faute de courage, mais plutôt de moyens de défense. Tu l'entends chaque jour sur les médias, ils t'agressent et ils te tuent. Ils ne négocient même pas. Ils sont très bien armés même. Mieux que nous. Parce que cet enfant-là, ça ne sert à rien. Je l'ai dit une multitude de fois. Mais là où je suis comme ça, si on m'attaque ici, je vais essayer de me sauver. Je ne vais pas m'engager aussi d'attaquer quelqu'un qui a l'arme et moi j'ai pas d'arme. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. À quoi bon travailler ici quand tu sais que si tu es attaqué, en tout cas tu n'as d'autre moyen que
de sauver ta peau. Non, je n'ai aucun moyen. Bon, quand on m'attaque ici, là, je préfère me rendre service, de quitter. Et c'est un moyen de m'en sortir. Si les agresseurs venaient ici, on ne peut pas nous défendre parce que cette bâton-là ne sert à rien. Ils travaillent dans des conditions pénibles, enfoncés par la pression et le pessimisme. Pour eux, même si on renforce les moyens des agences de sécurité, les conditions des agents eux-mêmes ne risquent pas de s'améliorer. Est-ce que c'est normal, bon, qu'on donne une tenue et qu'on nous vend les chaussures? Et ils disent que c'est une tenue. C'est une tenue complète. C'est ça qui ne me plairait pas du tout. Quand je viens ici, je travaille, on ne me paye pas bien, je laisse là-bas, je pars encore d'une autre. Si on augmente les moyens des agences aussi devraient augmenter les moyens des agences pour qu'ils puissent bien se protéger, se défendre et aussi défendre ce qu'ils protègent. Là actuellement je suis ici, malgré mais je ne suis pas bien payé. Trop même difficile, trop difficile. C'est que rester debout de 7h à 15h, c'est trop difficile. 8 heures de temps rester debout, ouvrir la porte, fermer la porte à chaque moment. Tu ne peux même pas avoir une chaise pour s'asseoir. Les agents de sécurité privée sont tout de même heureux d'apprendre que leurs conditions pourraient bien changer. Nous l'encourageons, nous remercions, nous sommes très contents sur ça. Pendant ce temps, les agents refusent de risquer leur vie pour rien, même s'ils veulent bien s'armer de courage. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, est à Bargny pour une visite à la centrale à charbon de Sendou. Un projet qui suscite une polémique à cause de la réticence des populations. À l'occasion de cette visite, la Sénélec va remettre une enveloppe de 600 millions de francs CFA aux personnes impactées par le projet. D'autres actions sont prévues selon le directeur des grands projets de production de la Sénélec. Écoutons Issa John, il était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. D'abord pour le promoteur CS, d'avoir un plan d'action pluriannuel d'accompagnement des populations parce qu'aujourd'hui quand même, c'est eux qui ont accueilli le projet dans leur commune. Donc il faut qu'ils se voient dans ce projet. Pour qu'ils se voient, il faut effectivement que les populations soient aidées dans le cadre de ce projet-là. On accompagne, le promoteur va construire les écoles, va rénover des stades, va faire un appui budgétaire annuel à la mairie, etc., etc. Et Sénélec va accompagner. Bien que c'est une centrale privée, mais Sénélec quand même, étant l'acheteur unique de l'énergie qui émanera de ce projet, va accompagner. Le DG a accepté, c'est pas une obligation, mais il l'a accepté, de contribuer pour 600 millions à trouver une solution à ceux qui avaient des parcelles, disons, prises par le projet et qui aujourd'hui habitent Bargny Minam, sont impactés par l'avance de la mer. Le maire est en train de trouver des solutions pour reloger ces gens-là et Sénélec ne pouvait pas rester. Il y a 400 parcelles. Il y a, oui, un peu plus. Mais Sénélec a aujourd'hui accepté de contribuer, c'est une contribution, c'est pas une indemnisation. C'est une contribution pour 600 millions pour donc que la mairie puisse trouver une solution aux besoins de recasement, de relogement des gens qui sont impactés par l'avance de la mer. Il est 12h12, vous suivez le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le président de la République de Gambie consacre sa première visite officielle au Sénégal après son élection. Adama Barrow est actuellement à Dakar pour 3 jours. Très tôt, il a fait part de son ouverture au Sénégal. Les deux pays ont sans doute d'importants dossiers à gérer, dont la réactivation de la Sénégambie, le pont de Farafenni et la crise casamançaise. Barthélémy Ngom. Sénégal-Gambie, après les honneurs, les chantiers. Le premier consiste à réaliser le pont devant relier les deux pays. En effet, le corridor routier transgambien constitue une passerelle stratégique et économique reliant le Sénégal à la Gambie et par ricochet l'ensemble des pays de la CEDEAO, notamment dans la partie du corridor qui s'étend de Dakar à Lagos. Un pont qui, au-delà de la libre circulation, va accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre des communautés qui jadis étaient isolées les unes des autres. Le projet est donc d'une importance capitale pour les deux pays qui aspirent à ressusciter la confédération de la Sénégambie. Au-delà de la réalisation de ce pont, d'autres secteurs méritent d'être discutés. C'est le cas de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation de la forêt, entre autres. Et là, une politique commune appliquée d'un commun accord pourrait faire l'affaire. Au plan sécuritaire,
le Sénégal et la Gambie doivent également revoir leurs accords de défense et de coopération militaire rangés dans les placards par Yaya Jammeh. La Gambie, de par sa situation géographique et de par le rôle joué par Yaya Jammeh dans la crise en Casamance, est devenu un facteur d'instabilité pour le Sénégal. Et ce point relatif à la Casamance sera certainement au cœur de la visite de Adama Barrow à Dakar. Déjà, les deux chefs d'État ont fait part de leur volonté d'aller loin dans leur schéma de coopération. Ceci pour dire que les chantiers qui attendent les deux chefs d'État sont immenses. Reste maintenant à savoir ce qui sera paraphé samedi comme accord de partenariat économique et diplomatique entre les deux pays. En politique, Barthélémy Ngom, rapprochement supposé ou réel entre Khalifa Sall et Karim Wade. Quelle analyse faut-il en faire? Il ne risque pas de faire mal d'après certains analystes. Pour d'autres, le duo Khalifa-Karim pose un problème d'image. Binta Diallo. Pour notre confrère Alun Ndiaye, si Khalifa Sall et Karim Wade s'allient, c'est une question d'image au plan communicationnel qui va se poser. Que Khalifa Sall, qui est aujourd'hui accusé d'avoir puisé dans la caisse d'avance, se lie avec Karim Wade, qui a été jugé et condamné pour le délit d'enrichissement illicite. Pour moi, ça ressemblerait à une association de malfaiteurs. En tout cas, le poids politique des deux hommes n'est pas assez consistant pour pouvoir faire mal. C'est l'avis de professeur Iboussani. Ni Khalifa Sall ni encore Karim Wade n'ont pas encore une implantation très solide à l'intérieur du pays. Bon, il est vrai qu'actuellement Khalifa Sall a compris qu'il faut aller à l'intérieur du pays, mais Karim Wade n'a pas encore fait ce chemin-là. Une association Sall-Wade peut-elle être fatale au camp d'en face en 2019? Je ne vois pas en quoi une association pareille pourrait faire mal à quelque époque que ce soit. Il faut regarder ça du côté du deuxième tour où cela peut être très intéressant pour les deux. Parce que les deux se présentent comme étant des gens déjà victimes de l'appareil d'État. Karim Wade, Khalifa Sall, rien n'est encore officiel, sauf qu'en direction des joutes électorales, toutes les combinaisons politiques sont possibles. Binta Diallo, toute autre chose. Depuis hier, les spécialistes en ORL de l'hôpital Fann se retrouvent au bloc opératoire pour une formation en pause d'implants auditifs. Désormais, cette technique est disponible au Sénégal et elle va aider à enregistrer moins d'évacuations vers l'étranger. 3 jours donc de chirurgie et une occasion pour expliquer la surdité, une maladie qui touche 5% de la population mondiale à Wambaye. La perte auditive ou surdité est une affection à plusieurs niveaux. Elle peut être légère, moyenne, profonde et parfois même l'audition est absente. La surdité peut être congénitale ou acquise. Les causes varient selon la forme et elles vont de l'infection au traumatisme en passant par la prise de certains médicaments. Le dépistage précoce, un élément essentiel pour réduire l'impact de la perte d'audition et garantir aux personnes qui en souffrent un épanouissement acceptable au sein de la communauté parce que la surdité est un véritable handicap. Et pour la prise en charge, il y a une panoplie de traitements, les médicaments, l'appareillage, entre autres. D'ailleurs, le Sénégal dispose de toutes ces techniques et dernièrement, il s'est initié à la plus délicate, la pose chirurgicale de prothèses auditives implantables indiquées dans les surdités profondes non appareillables, appelé encore implant cochléaire. 300 millions de personnes dans le monde souffrent de déficiences auditives incapacitantes, dont 32 millions d'enfants. Au Sénégal, pas de chiffres réels, faute de statistiques sur cette maladie. La série de reportages en vue du 8 mars poursuit, près d'un prétexte du Magal de Port-au-Prince qui a lieu aujourd'hui. Salif Sow s'est rendu à l'école Mame Diarra Bousso ici. La mère du fondateur du mouridisme est le modèle à suivre. Reportage. Sa belle voix résonne dans les rues de son quartier au quotidien. À 14 ans, elle est acquise à la cause. Pour cette élève en classe de 4e, Mame Diarra Bousso est plus qu'un modèle de réussite sociale. Les enseignements de Mame Diarra Bousso nous permettent de bien vivre en société. Avant, je portais des habits indécents. L'adolescente est membre d'un daïra.
C'est elle la responsable morale. Sa mission, inculquer l'œuvre et la vie de Mame Diarra Bousso à la jeune génération. Nous copions sur nos aînés et les petites suivent nos pas. Donner une bonne éducation à une femme, c'est sauver toute une société. Battante, effacée, généreuse, sociable, décrite comme une sainte, Mame Diarra Bousso est cet exemple. Ce modèle à copier pense Khady Diouf, ménagère. Sokhna Diarra, Sokhna Aïda Ndiaye Badelo sont des références pour nos femmes mourides. Sokhna Diarra a disparu à bas âge, mais ses œuvres demeurent. La mère du fondateur du mouridisme a quitté ce bas monde à l'âge de 33 ans seulement. Elle est célébrée tous les ans à Porokhan. Salissou Guidjawai, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Antoine Diouf. Allez, on y va. Le micro est ouvert maintenant. Guinée, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations. Décision prise à l'issue d'une rencontre nocturne tenue hier mercredi. Les opposants du président Alpha Condé déplorent cette fois-ci la mort d'au moins 7 personnes lors des derniers mouvements de contestation sociale. À Conakry, les précisions de Hamzaba. Selon Aboubacar Silla, porte-parole de l'opposition républicaine, ces mouvements auront pour objectif de dénoncer la crise qui a sévi dans le système éducatif et exiger la lumière autour des personnes tuées. Nous déplorons les nombreuses victimes où 7 Guinéens ont perdu leur vie, même des militaires étaient associés à ces violences, déclare le porte-parole. Pour dénoncer l'impunité, annonce-t-il, nous avons décidé d'appeler les Guinéens à une manifestation pacifique, précisant que l'opposition va inviter la société civile, les syndicats à y participer pour montrer, dit-il, à la face du monde que l'impunité est rejetée par toutes les franges de la société guinéenne sans préciser la date et l'itinéraire de la marche. Après ces incidents malheureux, une délégation de l'opposition s'est rendue dans des familles de victimes pour présenter les condoléances les plus attristées. Une façon, selon l'opposition, de prouver son attachement aux militants. L'opposition guinéenne accuse également des éléments de la garde présidentielle d'être associés aux violences. D'après les informations qui nous ont été fournies par des familles de victimes, il semble que certaines personnes ont identifié des bérets rouges qui ont tiré à balles réelles, soutient Aboubacar Silla. L'annonce de la nouvelle marche à Conakry intervient quelques jours seulement après le vote par l'Assemblée nationale du nouveau code électoral, un des points de discorde entre l'opposition et la mouvance. Ce nouveau code électoral dit que la composition des districts et quartiers sera faite au prorata des résultats obtenus par les listes de candidatures à l'élection communale. Conakry, Amadou Hamzaba, Radio Futur Média. Et si on met de côté ces turbulences politiques, le dialogue sur les énergies renouvelables s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Les partenaires internationaux se sont engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars entre 2015 et 2020. Dans son discours d'ouverture, le président guinéen estime qu'il est temps de réaliser les projets. Alpha Condé, toujours au micro de notre correspondant sur place à Conakry. Je vous avoue que je suis fier et heureux de l'immense soutien qu'a reçu l'ARI jusqu'à présent. Après le soutien, nous devrons passer à la réalisation concrète des engagements de chacun. Comme vous le savez, plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Ce fait, la demande en énergie moderne, stimulée par la croissance économique, l'évolution démographique et l'urbanisation, devrait bondir. Il est capable de combler des déficits énergétiques. Les séminaires techniques devraient tout particulièrement répondre aux questions suivantes. Comment assurer une appropriation adéquate et une compréhension globale commune de l'ARI et de ses modalités opérationnelles? Quelle sera la valeur ajoutée du Fonds social d'ARI et les facteurs qui contribueront à son plein succès? Quelle est la nature des engagements individuels actuels de chaque partenaire et comment assurer que ceux-ci intègrent et utilisent le plan d'action de l'ARI? En Côte d'Ivoire, à Annan, le général Dogbo Blé accuse la France d'avoir voulu la mort des disparus de l'hôtel Novotel. La France avait tous les moyens pour empêcher l'enlèvement et la mort de ces 4 personnes. C'est ce qu'a déclaré l'ex-chef de la garde républicaine ivoirienne à la cour. Le général Dogbo Blé est jugé pour son implication présumée dans la disparition de ses ex-employés du Novotel. C'était en 2011. Il nie tous les faits. Plus de détails avec Cher
Tidiane Sarr. Alors que la capitale économique était le théâtre de violents combats, le Novotel, situé dans une zone contrôlée par les forces loyales à Laurent Gbagbo, actuellement jugé par la Cour pénale internationale CPI, le général Dogbo Blé, accusé d'être l'instigateur de l'enlèvement. Selon lui, il a la conscience tranquille et il assure avoir eu connaissance de la présence de ces 4 personnes au palais présidentiel après leur mort. Il balaie d'un revers de main les accusations portées à son encontre, des déclarations qui ont suscité la colère des avocats de la famille de Stéphane French Durupel, français d'origine et directeur général de l'hôtel Novotel d'Abidjan. Dans un communiqué, ils ont dénoncé des propos révisionnistes et inadmissibles y voyant une manœuvre du général Dogbo Blé pour échapper à ses responsabilités. D'après les avocats, je cite, « Nous ne cesserons jamais sur le banc des partis civils de nous battre pour la manifestation de la vérité ». Fin de citation. Le général Dogbo Blé a déjà écopé de plusieurs peines de prison pour des assassinats liés à la longue crise politico-militaire qu'a traversé la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2011. Il a notamment été condamné à la perpétuité pour le meurtre du général Robert Gueye, ex-chef de la junte ivoirienne, tué le 19 septembre 2002. Au Soudan, le nouveau Premier ministre va prêter serment ce jeudi. Cela n'était pas arrivé depuis 28 ans. C'est le président Omar el-Béchir qui avait supprimé cette fonction après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. En décembre dernier, les députés soudanais ont voté pour le rétablissement du poste de Premier ministre. Selon BBC Afrique, ce dernier devrait avoir la responsabilité du pouvoir exécutif au Soudan. Le nouveau Premier ministre est présenté comme un proche conseiller du président el-Béchir Antoine. Marine Le Pen perd son immunité parlementaire. La candidate du Front National à la présidentielle française d'avril prochain fait l'objet d'une enquête ouverte suite à une publication sur Twitter de photos d'exécution menées par le groupe État islamique. La publication date de décembre 2015. RFI précise qu'elle risque 3 ans d'emprisonnement et plus de 48 millions de francs CFA d'amende. Anna Rocha, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur les relations entre le Sénégal et la Gambie, nous allons parler des priorités dans quelques minutes. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine. La CAN U20, le Sénégal joue sa qualification. Sénégalais, après le match nul de la première journée, sont obligés de gagner pour rester en vie dans cette compétition. Selon l'entraîneur Joseph Koto, on va vers une rencontre difficile face à l'équipe de l'Afrique du Sud, mais les Lions ont largement les moyens et la capacité de s'en sortir. Sodekam. Les Lionceaux du Sénégal n'ont pas droit à l'erreur pour leur deuxième sortie dans cette compétition, car c'est un match très important, estime le sélectionneur des U20 du Sénégal. Toutefois, Joseph Koto fait confiance à ses joueurs. Je pense que la clé du match se trouvera dans le terrain. Quand on sera dans le match, je pense que c'est les joueurs qui trouveront la clé. Nous, on donnera les consignes qu'il faut parce que nous avons vu notre adversaire et maintenant, c'est les joueurs qui l'appliqueront sur le terrain. Tous les matchs qu'on va jouer, on va les jouer pleinement. Donc, nous jouons match par match. Nous avons terminé un match, nous engageons un deuxième match et un troisième match par la suite. Mais ce que je peux dire, jusqu'à présent, tout se passe bien. On a vu du beau football et vraiment, on rend grâce à Dieu. Un match que les Lionceaux doivent aborder avec beaucoup de sérénité, sans penser aux résultats, nous dit le technicien. Mamar Tchoun estime qu'il faudra aussi une grande discipline tactique pour ne pas commettre beaucoup de fautes. Ce ne sera pas un match facile. Tous les matchs sont hyper importants. Nous avons vu précédemment une équipe d'Afrique du Sud très engagée, très volontaire, avec un football bien léché, avec moins de fioriture, mais je pense que les petits Sénégalais sont tellement motivés qu'il faut nous valoir énormément de satisfaction. C'est possible, il faut y croire et il faut leur permettre tout simplement de s'exprimer pleinement tant que le travail qui est en train d'être fait par Koto et ses collaborateurs est un travail qui porte ses fruits. Après le match nul lors de leur première sortie dans cette compétition, les Koto Boys doivent remporter ce match pour bien continuer l'aventure sans calcul. Il faut donc labourer toujours et encore avec cette équipe du Soudan qui a tenu en échec celle du Sénégal qui sera face au Cameroun. Le Cameroun qui a l'obligation également de gagner après sa défaite 3-1 face à l'équipe
de l'Afrique du Sud, c'est lors de la première journée. Coup d'envoi de cette rencontre Soudan-Cameroun, c'est à 13h. La rencontre Sénégal-Afrique du Sud est prévue à 16h, heure de Dakar. Si vous avez bien compris tout à l'heure, on parle du bilan de la CAN Senior. Daouda Faye Vava tire sur la fédération et le staff technique. Ancien ministre des Sports, il juge inacceptable la satisfaction affichée de la fédération sénégalaise de football après l'élimination du Sénégal en quart de finale. Selon Daouda Faye Vava, il va falloir tirer le bilan pour essayer de comprendre pourquoi le Sénégal n'y arrive pas. Il a également demandé à Aliou Cissé d'expliquer pourquoi il a joué en défense. Il a joué avec un système défensif face au Cameroun alors qu'il fallait attaquer pour passer. Daouda Faye Vava était face à la presse ce matin. Les résultats sont mitigés. On ne peut pas assister à 3 échecs à la CAN et puis faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Même si on a les meilleurs dirigeants du monde, eux-mêmes doivent se remettre en cause et en acceptant la discussion, d'expliquer ce qui s'est passé et que les gens disent si oui ou non, ils veulent continuer. Parler des cotes, ce n'est pas mon rôle. Mais en tant que Sénégalais, je dis que ce coach qui a vécu l'expérience de l'élimination du Sénégal par les pénaltys, qui lui-même avait raté son pénalty, devait éviter d'aller au tir au but avec le Cameroun. Et le deuxième reproche, nous avons des joueurs qui jouent très rarement ensemble. Ils ne jouent ensemble que quand nous avons des compétitions internationales ou matchs amicaux. Ils jouent 2 matchs, ils gagnent. Pourquoi reposer ces joueurs qui ont gagné là? Il faut continuer avec eux. On a empêché ces joueurs de parfaire leur cohésion. On n'en parle pas beaucoup. Les gens ont peur de parler de ça et on est en train de transformer ce résultat en victoire. Le président a même félicité, etc. Les gens ont touché des primes. Si on lui a assigné des objectifs de passer le premier tour, c'est une mauvaise chose. Avec des joueurs comme ça, on ne peut pas dire à un président si tu vas au deuxième tour, ça va. Daouda Faye Vava donc qui juge inacceptable la satisfaction affichée après l'échec de l'équipe nationale du Sénégal éliminée, on le rappelle, en quart de finale par le Cameroun après la série de tirs au but. Nous parlons de judo, Antoine, avec Saint-Louis qui prépare la 10e édition du tournoi international de judo. Près de 200 participants sont attendus. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Ngor Faye est le président de la Ligue régionale de judo de Saint-Louis. Il est avec Sodekam. Nous sommes en pleine préparation, donc il nous reste 2 à 3 jours vraiment pour accueillir nos offres. Nous attendons environ 200 athlètes qui viennent du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, aussi de la France et de la Suisse. Nous attendons en même temps les clubs affiliés à la fédération, bon donc déjà confirmés, qui ont donné leur avis vraiment de participer au tournoi de judo de Saint-Louis, qui aura lieu les 4 et 5 au gymnase Didier Marie. Donc ça c'est un événement phare au niveau de la Ligue, parce que donc nous sommes à la 10e édition, c'est une manifestation qu'il faut vraiment pérenniser et ça fait partie vraiment des compétitions qui font développer le judo au niveau national et international. Bon, organiser le tournoi de judo à Saint-Louis, c'est vraiment quand même une occasion de donner une formation pour les judokas qui vraiment aspirent à un titre continental. Du judo à la lutte, il n'y a qu'un pas à faire, Antoine, à 72 heures du combat Boignan numéro 2 contre Guigui, prévu au stade de Demba Diop de Dakar. L'heure était au dernier réglage dans les 2 camps et du côté du promoteur. Un combat donc prévu dimanche. Ce sera le premier grand choc à Demba Diop pour cette saison de lutte, Antoine. Merci Malal Junior Gagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour avec Abdoulaye Ndiaye. Les relations parfois heurtées entre les 2 systèmes politiques et médiatiques ne semblent plus être l'apanage de nos seules démocraties en construction. Et dans ce domaine, on ne peut manquer de surprise et de stupéfaction au vu de la nouvelle attitude adoptée par le président américain. L'homme inaugure une gouvernance sous le signe d'un rompeur de lance contre la presse. Et c'est comme qui dirait une sorte de règlement de compte à hockey choral aux armes peu conventionnelles et qui risque de régir ses nouveaux rapports avec les puissants médias de son pays. Et l'on s'étonne de voir un supposé leader du monde libre, la fonction a souvent été qualifiée ainsi, fouler au pied un principe inscrit dans un amendement de la Constitution américaine, la liberté de presse sans entrave. Et ici, l'entrave, c'est l'interdiction à peine formelle de l'accès à la salle de presse de la Maison-Blanche à certains groupes. C'est aussi le développement de discours accusateurs contre ces derniers, qualifiés sans la moindre preuve de malhonnêtes et d'ennemis du peuple.
Dans une république bananière, on ne s'y prendrait pas autrement pour mettre au pas une presse aux ordres. Alors derrière ces actes et agissements pourrait se cacher une volonté de contrôler les journalistes accrédités auprès de son administration, si ce n'est un jeu présomptueux à tenter la destruction ou la marginalisation de ceux parmi eux qui refusent le discours officiel. D'ailleurs, le concept de fausse information véhiculée, attribué à certains de ces médias par Trump, est illustratif d'une névrose qui l'habite dans le combat contre ces derniers. Il a suffi d'une comparaison entre la forte affluence lors de l'investiture d'Obama et la sienne qualifiée de clairsemée par ces mêmes médias pour qu'il proclame un semblant d'autodafé à l'endroit de ces derniers. Qu'il bouscule un code de bonne conduite ancien de plusieurs siècles qui fonde des relations de bonne convenance, voire de réelle complicité par moments entre tout président des États-Unis et une presse fumineuse qui fait dans leur transgression. Et malgré cela, on n'a jamais remis en cause, entre les deux piliers, le contrat de confiance tacite et mutuel, socle de la démocratie américaine. Le style faisant l'homme pour penser comme l'autre, une nouvelle révolution à la Trump choisit un retour à des rapports tumultueux. Et les journalistes américains, à notre avis, n'auront d'autre choix que de déserter la Maison-Blanche. Ils pourront ainsi renouer avec le cœur du métier, l'enquête avec l'activation des réseaux construits sur la confiance avec les bonnes sources. Ce qui pourrait avoir comme conséquence 4 années de rude polémique et de vives révélations sur Trump et son administration. C'est une pratique bien américaine, dans une presse où l'on s'efforce de marcher sur les traces de Bernstein et de Woodward du Watergate. Jusque cette fois-ci, gorge profonde pourrait céder sa place aux lanceurs d'alerte. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Diop. Décidément, les malfaiteurs sont sans scrupules. Leur acte dont Vox Populi se fait l'écho relève d'une cruauté sans commune mesure. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 février dernier, des bandits ont braqué la clinique urgence cardio à Mermoz. Vox Pop, qui s'en émeut, renseigne que les cambrioleurs ont emporté des téléviseurs écran plat, mais également l'argent qui se trouvait dans la caisse. Et pour y voir plus clair, la brigade de gendarmerie de Ouakam a ouvert une enquête. Et face à cette recrudescence de la délinquance, l'État met en place un nouveau plan de guerre dont les détails sont à lire dans l'Observateur. Selon l'Obs, le ministère de l'Intérieur a planifié plusieurs actions pour juguler le mal. Entre autres, le GMI pour assurer la sécurité publique, 2 véhicules pour chaque commissariat, des patrouilles mobiles de jour comme de nuit, interdiction de circulation des engins à partir de certaines heures, les motards pour traquer les délinquants, le dispositif de vidéosurveillance renforcé à Dakar et dans la banlieue. D'ailleurs, le sujet a été largement évoqué hier en Conseil des ministres. Presque tous les journaux, l'Observateur inclus, traitent des mesures drastiques réclamées par le chef de l'État pour lutter contre l'insécurité. Le quotidien national Le Soleil indique que Macky Sall est pour un plan national consensuel de lutte. Celui-ci consiste à déployer des stratégies adéquates dans toutes les localités, à mener une communication de proximité auprès des acteurs économiques et sociaux et à développer une formation professionnelle rapide pour juguler le chômage des jeunes sans qualification. Tout relatif à ce plan à lire à la page 2 du quotidien national Le Soleil qui publie en intégralité le communiqué du Conseil des ministres. Là où le journal Le Quotidien soutient que Macky sort la matraque parce qu'ayant mesuré l'étendue de l'insécurité dans ce pays où pourtant les zones criminogènes sont évidemment connues. Le Quotidien rapporte les propos du chef de l'État qui appelle à la mise en œuvre et sans délai d'un plan national consensuel de lutte contre la délinquance. Macky sonne donc la riposte. C'est ce que croit savoir le Témoin qui note que des instructions fermes sont données au ministre des Forces armées et de l'Intérieur pour juguler la recrudescence de la délinquance. Récemment à Keur-Mbaye-Fall, un émigré, Mamchek Gueye, a été tué par balle devant sa maison. Beaucoup de journaux sont revenus ce matin sur ce meurtre. Les Échos informent que ce Modou a été abattu de sang-froid devant sa famille parce qu'il voulait empêcher un gang de voler son véhicule. Ce que confirme l'Observateur. L'Obs précise que c'est devant sa femme qu'il a été tué. Mais quelles sont les dernières paroles de Mamchek Gueye avant sa mort? Sa mère les a confiées au journal L'Observateur. L'histoire de l'émigré fusillé devant sa villa, elle est racontée ce matin par La Tribune.
Les morts en 2016. La protection civile a publié son rapport. Le chiffre fait la une de Sud Quotidien qui parle d'un rapport macabre. 1995 morts. Les accidents de la circulation ont emporté 651 personnes. 265 autres sont mortes par noyade. 17 individus tués dans des effondrements d'immeubles. 20 décès enregistrés à cause de la foudre. En politique, revoilà Khalifa Sall à la une de l'AS qui révèle que l'on s'achemine vers un rebondissement de taille dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Selon l'AS, le travail se poursuit et va déboucher sans doute sur l'interpellation des mises en cause. Le journal l'AS, qui cite la lettre du continent, informe par ailleurs que Karim Wade s'est entretenu avec Khalifa Sall le 25 février dernier. À la une de l'Observateur, la problématique de l'application de la directive de l'UMOA portant loi de finances au sein de la communauté. L'Observateur relève des impairs du côté du Sénégal. C'est pourquoi le journal du groupe Futur Média tranche net que l'État du Sénégal est au banc des accusés. Car non seulement au Sénégal, l'application de la directive fixée au 1er janvier 2017 n'est pas respectée, mais elle cacherait même des choses peu amènes. En cause, une affaire de budget, d'argent et d'élection. L'on soupçonne le gouvernement d'avoir différé l'application de la directive de l'UMOA pour pouvoir se doter d'un budget de guerre conséquent pour les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019. Le ministère des Finances, pointé du doigt, rejette les accusations. Chose promise, chose due. Le président gambien tient sa promesse. Adama Barrow à Dakar aujourd'hui. Première visite officielle du président gambien après sa prise de fonction. Selon enquête, les accords de défense et de coopération militaire rangés au placard sous Diamé seront au centre de la visite. Et enquête de voir en cette visite de Barrow une quête de protection. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Nous parlons aujourd'hui des relations entre le Sénégal et la Gambie, prétexte la visite officielle du président gambien Adama Barrow à Dakar. Il vient d'arriver donc dans la capitale sénégalaise. Vous avez la parole. Nous avons deux intervenants en ligne. Monsieur Jean-Paul Diaz, bonjour. Bonjour. Ancien ministre de l'intégration africaine. Barka Ba, directeur de l'information de TFM. Bonjour Barka. Bonjour Antoine. Alors, Monsieur Jean-Paul Diaz, quelques dossiers quand même. La Casamance, l'économie sous plusieurs axes, la Sénégambie. Des priorités ou bien dossiers importants qu'il faut régler rapidement? Mais les deux en même temps, hein, tout est prioritaire, mais je pense que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Oui. Et pour cette sécurité-là, la sécurité à l'intérieur de la Gambie d'abord. Parce que Yaya Jammeh est parti, mais n'oubliez pas qu'il est très riche et il peut manipuler des gens. Donc il y a la sécurité à l'intérieur de la Gambie et il y a la sécurité pour le Sénégal au niveau de la frontière. C'est pourquoi j'ai préconisé très tôt qu'il fallait que l'armée du Sénégal reste dans cette zone au moins 24 mois. Ça c'est un minimum. Évidemment, c'est un commun accord. C'est dans l'intérêt de la Gambie, c'est dans l'intérêt du Sénégal. Pour le Sénégal, ça permet de nettoyer le nord du département de Bignona et le sud de la Gambie. Oui. Ça permet donc, parce que c'est pas simplement une affaire d'indépendantisme. Non, je pense que ça, ce sont nos frères. Nous pouvons facilement, rapidement discuter avec eux. Mais dans cette zone, il y a tout un ensemble de brigands, de voyous, de coupeurs de route qui sont là, qui sont des gens des autres pays, que le Libéria, la Sierra Leone, etc. Et sans compter la coupe de bois aussi, hein, qui... tout ça. Donc ça, il faut régler cette affaire-là. Bon, évidemment, ça permet d'arrêter cette coupe de bois, mais à propos de cette coupe de bois, je pense que le Sénégal devrait étudier la possibilité de porter plainte contre Yaya Jammeh personnellement pour se faire rembourser de tout le bois, ou en tout cas une bonne partie du bois qui nous a été volé et qui a été exporté. Et peut-on compter sur le président Adama Barrow pour ça? C'est son intérêt lui aussi. C'est son intérêt lui aussi. Il doit nous aider en examinant, on doit pouvoir examiner les documents d'exportation de ce bois-là vers la Chine et exiger une indemnisation sur les biens de Yaya Jammeh ou sur les comptes bancaires de Yaya Jammeh à l'extérieur. Mais ça, c'est une affaire qui doit être étudiée par les juristes. Très bien, on revient avec vous sur la question de la Sénégambie dans quelques instants. Barka Ba, plusieurs dossiers, mais par où commencer? Oui, je partage parfaitement, Antoine, l'analyse de l'honorable Jean-Paul Diaz. La dimension sécuritaire de cette coopération est extrêmement importante et c'est une surpriorité.
pour plusieurs raisons. Actuellement, on assiste à une sorte d'euphorie, à une sorte de lune de miel entre les deux pays. Oui. Mais il faut aller très rapidement au-delà des vœux d'intention et des démonstrations réciproques. Lune de miel à laquelle il faudrait faire très attention, non? Il faut faire très attention et faire preuve de prospective. C'est une opération qui a été jusque-là rondement menée, tant sur le plan militaire, il n'y a rien à dire. C'est même un cas d'école qu'il faudrait peut-être donner comme modèle dans les écoles de guerre. Hein, parce que réussir un coup de cette force, faire partir un forcené comme Yaya Jammeh sans tirer un coup de feu, ça a été extrêmement bien mené. Sur le plan diplomatique, sur le plan politique aussi, on a une combinaison de plusieurs facteurs. Maintenant, il ne faudrait pas vendanger tout cela et avoir de la suite dans les idées. La première des choses, à mon avis, c'est qu'il faut pas se voiler la face. Il faut que le Sénégal ait son propre agenda, et le premier agenda du Sénégal, il est sécuritaire, c'est de disposer d'une base permanente, bien sûr en accord avec la partie gambienne et pour l'intérêt commun des deux pays. Et comment la Gambie devrait-elle aider le Sénégal à gérer cette question cruciale, le dossier Casamance? Mais absolument, il n'y a pas que, comme l'a dit Jean-Paul Diaz, la dimension MFDC, le volet sécurité qui évidemment est très très important pour le Sénégal, mais pour que Barrow puisse rester au pouvoir, il faudra surveiller comme de l'huile sur le feu l'armée gambienne. C'est une armée qui a été modelée à l'image de Yaya Jammeh pendant 22 ans. Tout à fait. Où il y a des questions extrêmement sensibles à régler au niveau du haut commandement, où il a procédé à un recrutement technique, où il a amené d'anciens membres du MFDC qui ont constitué une sorte de milice privée. Donc, de gros chantiers quoi pour l'actuel président. Qui était basé à Kanilaï sous le commandement de Moussa Savit. Je veux parler de ce qui était à State House. Ce sont des gens qui sont encore des fidèles de Jammeh qu'il a modelé pendant 22 ans. Très bien. On vient de faire partir le CDS ou CDS Ousmane Badji, qui a donné des preuves de loyauté à géométrie variable. Tout ça, ce sont des questions extrêmement importantes et Barrow, tant qu'il n'aura pas réussi la réforme intelligente des forces de sécurité, c'est-à-dire maintenir un dosage savant entre les différentes composantes ethniques du pays, sans donner l'impression de procéder à une chasse aux sorcières, ça, il me semble que la Gambie à elle seule ne peut pas régler ces problèmes. Il faut l'appui de la CEDEAO et en premier lieu l'appui du Sénégal. On revient à vous pour terminer. Jean-Paul Diaz, le retour de la Sénégambie, on agite la question depuis quelque temps, avec au cœur, naturellement, le pont de Farafenni dont la construction est en cours. Vous croyez au retour de la Sénégambie? Je voudrais que nous, Sénégalais et Gambiens, nous imaginions quelque chose de particulier, quelque chose sui generis, qui soit pas une fédération, qui soit pas une confédération, mais qui soit quelque chose de particulier qui pourra servir à d'autres pays. Mais pour l'histoire des ponts, d'abord je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Barkaba. Et d'ailleurs, le gouvernement du Sénégal, tout autant que le président gambien, aurait intérêt à écouter des gens comme Barka, des gens comme Justin Ndiaye, etc., et d'autres Sénégalais qui sont intéressés à cette question, uniquement pour prendre des points de vue. Je pense que ce n'est pas une affaire d'ambassadeurs, de diplomates ou d'armée. C'est une affaire de gens qui ont réfléchi sur cette question. Maintenant, les ponts. Moi, je parle de les ponts. Je ne parle pas d'un pont. Un pont est insuffisant. Il faut un premier pont. Il paraît qu'il est en construction. On verra ce qu'il va donner. Mais moi, j'ai pensé à un pont uniquement qui permettrait aux véhicules légers et minibus de passer, n'est-ce pas? Et ça serait un système, alors ça devrait être deux voies. Il faut faire des choses modernes, il faut sortir du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Donc, et puis ensuite un autre pont qu'on peut faire ultérieurement, uniquement réservé aux poids lourds. Alors, on n'a pas, c'est-à-dire que la Gambie doit au Sénégal un droit de passage. C'est du droit international public. C'est une exigence. C'est pas s'il vous plaît.
Il faut qu'on sorte, comme l'a dit Barka tout à l'heure, de cette histoire d'euphorie et d'accolade. On doit dire, il a parlé d'agenda. On doit avoir cet agenda. Il faut que les deux parties de notre pays puissent être reliées sans problème. Et sur ce pont, sur ces ponts, on passerait sans contrôle douanier, sans contrôle policier, sans tracasserie. Les gens viennent, ils font comme sur notre autoroute à péage, ils payent un ticket, et ils passent, ils sortent de l'autre côté. Et l'argent reviendrait à la Gambie? Pardon? L'argent reviendrait à la Gambie? Non. L'argent ne revient pas à la Gambie. Nous ne sommes pas là pour remplir le trésor gambien. Je dois dire que dans ce genre de choses, le passage, il est gratuit. Il faut maintenant une sorte de commission mixte, n'est-ce pas, dans laquelle on peut même associer la CEDEAO, une commission mixte où il y a le Sénégal, la Gambie et peut-être la CEDEAO, et on calcule. Il y a des experts pour ça, on calcule ce qu'il faut pour la maintenance, pour la sécurité, pour ceci, pour cela, et on dit, bon, on espère qu'il y a tant de voitures qui vont passer, ça va coûter tant. Maintenant, dans sa générosité légendaire, le Sénégal peut dire, nous allons donner un delta, n'est-ce pas, pour le trésor gambien. Ça ne me gêne pas. Très bien. On ne peut pas traverser le pont pour 400 000 francs, pour des sommes impossibles. Donc, c'est ce qu'il faut faire, et le gérer ensemble, n'est-ce pas. Et il y a des fonds dans le monde entier, n'est-ce pas, pour faire ce genre de choses. Très bien. La Gambie, c'est pas la Gambie qui va le payer, c'est pas le Sénégal qui va le payer, n'est-ce pas. Nous pouvons accéder à des subventions. Oui. À l'époque, il y en avait à l'Union européenne, je ne sais pas s'il y en a toujours. Peut-être M. Racine Khan, qui a longtemps collaboré avec Macky Sall, Karim Ouad, et qui avait collaboré avec moi, peut-être que lui pourra y répondre. Mais il y a des fonds à l'Union européenne, il y en avait en tout cas, qui sont des subventions. On nous demande d'amener 10%. Très bien, donc, très bien. Il n'y a plus à faire des réunions d'experts. Il faut aller au concret, quoi. Voilà. Merci. Plus tard, il y aurait un pont vers Bassé. C'est même l'intérêt de la Gambie. Parce que du nord au sud de son pays, elle est coupée par le fleuve. Donc, vers Bassé, ça permettrait à la Gambie d'aller du nord au sud de son pays, du côté est, et ça permettrait à tout notre bassin arachidier d'être relié à la Casamance, n'est-ce pas, par ce pont-là. Ceci dit, je termine, ceci dit, nous, Sénégal, comme a dit Barka tout à l'heure, agenda, nous devons, après Ila Touba, organiser notre contournement de la Gambie. Merci Jean-Paul Diaz, ancien ministre de l'intégration africaine. Barka, nous allons rapidement terminer parce que rattrapé par le temps. La Sénégambie, dans son ancienne forme ou bien un autre cadre comme le pense Jean-Paul Diaz? Oui, Antoine, après, à mon avis, après la dimension diplomatique, militaire que le Sénégal a réussi brillamment, ce qui reste, c'est d'avoir de bonnes idées sur le plan économique. Je veux dire, j'ai un petit regret quand je vois, lors de sa dernière visite en Gambie, où il a été l'invité d'honneur de la Gambie, le président Macky Sall aurait dû amener dans ses bagages au moins 10 chefs d'entreprise ou peut-être une centaine de chefs d'entreprise. C'est ce qui a manqué. Dans sa délégation, je veux dire, il y a eu des gens qui n'avaient pas grand-chose à faire là-dedans. Au lieu de place chanter des lois qui n'ont observé, regardé tout simplement. Il fallait donner une dimension économique à cette visite-là et amener des chefs d'entreprise à l'image de ce que ne cesse de faire le roi du Maroc, qui est le premier VRP de son pays. Macky Sall, aujourd'hui, avec la dimension sous-régionale qu'il a commencé à prendre, doit avoir un peu plus d'ambition économique et c'est totalement légitime, c'est totalement normal, et que après les militaires, après l'offensive militaire, il faut une offensive économique, parce que c'est ça qui fera que le Sénégal soit un peu soulagé. L'État, nous ne pouvons pas tout faire. Tout est à prendre et à reconstruire dans la sous-région. Il faut qu'on arrive à cette dimension qui manque. Barkaba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information de TFM. Fin de cette édition. Rappel de quelques titres. 2 morts et un blessé grave sur la route de Tivaouane. 2 tués et une vingtaine de personnes blessées vers Mbaké à Diourbel. On a dénombré 1 mort et 6 blessés. Ces accidents se sont produits entre hier soir et ce matin. Diplomatie, Adama Barrow est en visite officielle au Sénégal. Il est arrivé il y a quelques instants à Dakar même.
C'est la première visite officielle d'ailleurs du chef de l'État gambien entre Dakar et Banjul. D'importants dossiers doivent être traités en priorité. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alun Diassé, réalisation Babacar Fall et El Hadj Ndiogou Diène à 13h, Sokhna Ngom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Khibar. À toutes et à tous, je souhaite une excellente après-midi.